Donc, bienvenue à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire qu'organise donc Ania Formation avec Ania également, sur le thème donc sauvegarder et transmettre les savoir-faire en production industrielle alimentaire. Donc, moi, je suis Isabelle Lelamère, je suis directrice donc de l'Institut de formation Ania Formation. Ania Formation, c'est quoi? C'est le centre de formation réservé aux entreprises de l'agroalimentaire. On vous propose des formations en inter-entreprise, c'est-à-dire plusieurs entreprises au sein d'une même formation. On peut décliner toutes nos interventions en intra-entreprise, c'est-à-dire au sein de votre entreprise, et bien sûr, adapter des formations sur mesure selon vos besoins. Donc aujourd'hui, on organise ce webinaire parce que l'attractivité des métiers, le recrutement, la fidélisation des salariés, la transmission en fait des compétences sont vraiment des enjeux pour tous au sein des industries agroalimentaires. Pour parler de ce sujet vaste, nous allons d'abord avoir Anastasia Boucheron, directrice des affaires sociales de l'ANIA, qui va vous faire l'introduction, et sera suivie par l'intervention de Jean-Noël Favreau, qui est le fondateur de K Savoir-faire et sa méthode. On vous rappelle juste avant de commencer quelques petites règles de fonctionnement. D'abord, bien sûr, et vous en avez l'habitude depuis maintenant un certain temps, de fermer les micros pour éviter les interférences et les bruits de fond. On vous réserve également une petite session de 10 minutes environ de questions-réponses en fin du webinaire. Donc, merci de les noter, de les garder vraiment pour la fin de l'événement. On aura plaisir à y répondre. On ne répondra pas par le chat aux différentes questions. À la fin de ce webinaire, vous recevrez les supports, des interventions, et puis le replay sera accessible sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Merci, je laisse la parole à Anastasia. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Anastasia Boucheron, directrice des affaires sociales de l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires. Avant de commencer, comme vous avez pu le voir dans le chat, le webinaire est enregistré, sera rediffusé sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Et par conséquent, si vous ne souhaitez pas être filmé, je vous invite à couper vos caméras pour les personnes qui n'interviennent pas. Voilà, vous pouvez les laisser le cas contraire, néanmoins, je préfère vous en informer. Je vais vous partager une présentation rapide pour introduire ce webinaire. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. N'hésitez pas à le dire dans le chat s'il y a un problème particulier. Donc, pour introduire ce webinaire qui est consacré à la sauvegarde et à la transmission des savoir-faire industriels alimentaires, comme le disait Isabelle, on est face à un enjeu effectivement d'attractivité du secteur, d'attractivité de nos métiers, et on est d'autant plus concerné que le secteur agroalimentaire est le premier employeur industriel en France. Donc, pour introduire ce propos, je n'arrive pas à changer le slide. Voilà. Je vais simplement, pour les personnes qui ne me connaissent pas ou pour les personnes qui me connaissent déjà, mais un rappel sur la présentation de l'ANIA et de ses missions. Donc l'ANIA, comme je vous le disais, c'est l'Association nationale des industries agroalimentaires et on a pour mission de faire connaître et défendre les enjeux de compétitivité des entreprises agroalimentaires et de promouvoir le secteur auprès des pouvoirs publics. On a également pour mission principale d'accompagner les entreprises alimentaires dans des démarches de progrès face aux grandes mutations sociétales, la sauvegarde et la transmission des compétences et des savoir-faire en est une illustration parfaite. Et puis, une autre mission qui consiste à promouvoir les entreprises alimentaires et puis leurs salariés qui s'engagent en fait, à proposer une alimentation toujours plus saine, plus sûre, plus durable et accessible à tous. L'ANIA est composée d'un certain nombre d'adhérents qui sont des syndicats métiers, elle en compte 31. Il s'agit des branches professionnelles qui représentent les secteurs d'activité, les métiers. Donc vous allez retrouver les meuniers, pour en citer quelques-uns, vous allez retrouver le sucre, les brasseurs,
les boissons sans alcool, les glaces ou encore le chocolat, etc. Et puis, on a également en adhérant des associations régionales des industries agroalimentaires qui sont les ARIA, qui, elles, sont implantées au sein du territoire, des différents territoires que compose la France, et qui, elles, ont des adhérents qui sont les entreprises et qui permettent de faire le lien réellement avec les TPE et notamment les PME au plus proche des territoires. Et enfin, l'ANIA compte parmi ses adhérents des membres associés qui regroupent notamment la restauration collective, les arômes ou encore la distribution automatique. Un secteur agroalimentaire, si on repose un petit peu le contexte et puis comment il est construit, d'une part, il me semblait important de rappeler que 70% de la production agricole française est transformée par l'industrie agroalimentaire et que 80% des produits consommés en France sont fabriqués en France. On voit bien là, effectivement, le positionnement de la transformation des transformateurs entre l'amont avec les agriculteurs et puis la distribution. Simple rappel qu'on a de faire maintenant pour qu'on soit très au clair sur qui nous sommes. Le premier secteur industriel de France, l'agroalimentaire, devant l'aéronautique, la chimie et la cosmétique, composé à 98% de TPE-PME, un peu plus de 15 000 entreprises et pour un chiffre d'affaires de 198 milliards, soit 18% du chiffre d'affaires industriel. Le troisième secteur contributeur à la balance commerciale française, quatrième exportateur mondial avec 46 milliards d'euros produits, 46 milliards d'euros de produits alimentaires exportés, et puis 6,1 milliards d'euros d'excédent commercial. 8 familles de métiers pour nous nourrir, représentées par le secteur agroalimentaire. On y retrouve l'industrie laitière, sucrière, la viande, les boissons alcools, les céréales, les produits à base de céréales, les produits alimentaires divers, les produits alimentaires élaborés, et puis évidemment les huiles, la margarine et cordon. Un petit rappel également sur quelques chiffres concernant l'industrie alimentaire et l'emploi. Donc, premier employeur français ancré dans les territoires sur le plan industriel, avec plus de 436 000 salariés, répartis, comme vous le voyez, dans tout le territoire, mais aussi au sein des territoires d'outre-mer. Ils sont extrêmement importants puisque le maillage territorial des industries alimentaires est à valoriser. Du coup, au-delà de représenter un poids économique pour la France, c'est un poids économique majeur pour l'ensemble des territoires qui composent notre pays. Je voulais également vous rappeler les engagements du secteur agroalimentaire qui se comptent principalement au nombre de 3. Ça a un lien direct avec le webinaire d'aujourd'hui puisque vous allez voir que ces engagements impactent directement les compétences, les savoir-faire et il est important de les sauvegarder et de les transmettre. Donc, le premier engagement consiste à proposer une alimentation équilibrée et diversifiée pour tous, avec un travail continu sur l'amélioration de l'offre alimentaire, une information toujours plus importante du consommateur et une promotion des bons comportements alimentaires. Un secteur innovant tourné vers l'avenir, on compte plus de 3000 innovations de produits qui sont mises sur le marché chaque année, pas rien, donc à valoriser, à faire savoir, mais qui engendrent effectivement des compétences nouvelles, avec pour objectif de faire de la France un leader sur les aliments pour la santé, avec principales mesures prévues, donc le microbiome par exemple et la santé humaine, ou encore les protéines du futur et les ferments du futur. Et enfin, un troisième axe, qui est celui de la transition écologique, puisque les entreprises agroalimentaires sont pleinement engagées dans cette transition, et elle se traduit par 5 axes principaux qui consistent à réduire l'impact carbone des sites industriels, à favoriser la circularité des emballages avec une problématique de décarbonation, l'éco-conception du tri, de la collecte et du recyclage, l'accélération du développement d'un transport et d'une chaîne logistique durable, la lutte contre le gaspillage alimentaire et enfin l'expérimentation de l'affichage environnemental. Donc, ces engagements, cette diversité d'activités, de produits, nous conduisent à proposer une offre de métiers variée, diverse, riche et surtout dirigée pour tous et qui passe par la conception, la production, l'achat, la commercialisation, la maintenance, le contrôle, le transport et puis tout autre métier transverse que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité. Comme je vous disais, ces métiers évoluent
face aux transitions écologiques, environnementales et technologiques auxquelles le secteur alimentaire est confronté et qui, du coup, nécessitent cette transmission de ces compétences et de savoir-faire et leur sauvegarde. Je vous remercie et donc, du coup, je vous laisse tout de suite avec Jean-Noël Favreau qui va vous parler de sauvegarde, de transmission des savoir-faire en production industrielle et alimentaire. Merci. Eh bien, merci beaucoup Isabelle et Anastasia pour cette introduction qui donne beaucoup de sens à ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc, je voudrais déjà vous remercier tous pour prendre ce temps d'échange. Et puis, on va essayer qu'il soit le plus riche pour tous. Et bien entendu, il y a cette partie questions-réponses pour ensuite prendre des points qui seraient plus spécifiques dans vos contextes propres. Donc, le déroulement de cet échange va se faire une petite présentation au départ. Et puis ensuite, on va faire un focus sur 3 questions. Les savoir-faire, un actif stratégique pour les entreprises industrielles. Et puis, on verra ce que l'on met derrière. Ensuite, on verra quand on veut monter des projets autour des problématiques de savoir-faire, quelques conditions qui sont assez du bon sens, etc., mais qu'il est bon d'avoir en tête pour s'engager sur cette voie-là. Et puis ensuite, on verra comment on peut avoir une cible à moyen long terme, et puis dans un premier temps aussi quelque chose de plus court terme qui consiste à se former et qui fera le lien avec cette formation, sauvegarder et transmettre les savoir-faire dans les entreprises industrielles agroalimentaires. Et je poursuivrai ensuite avec des exemples illustratifs et puis aussi de présenter plus concrètement cette formation sur la plateforme RiseUp qui la supporte. Donc, un premier point déjà, donc je m'appelle Jean-Noël Favreau, je suis dirigeant de K Savoir-Faire, j'ai plus de 40 années d'expérience professionnelle et il y a un peu moins de 10 ans maintenant, après avoir exercé des responsabilités dans les domaines des méthodes industrielles, de la performance industrielle, en fait, ce qui a été pour moi qui m'a le plus intéressé, c'est de s'intéresser à ce flux de production et qui fait complètement sens avec ce qu'Anastasia a montré tout à l'heure, la transformation, c'est-à-dire comment dans nos entreprises on passe de matières premières à des produits finis ou semi-finis qui vont ensuite être bien sûr objet de commandes par nos clients et permettent un fonctionnement vertueux de l'entreprise. Et en s'intéressant de manière très centrée sur ce flux de production, en fait, ce qui m'a vraiment marqué et le plus intéressé, c'est de voir la contribution de nos opérateurs, nos conducteurs de ligne, de nos techniciens de maintenance, etc., qui mettaient en œuvre toute une série de savoir-faire et un certain nombre de ces savoir-faire font partie de ce qu'on appelle des savoir-faire tacites ou implicites, etc. Et il m'a semblé très, très intéressant, et c'est validé depuis par l'expérience, de s'intéresser à la valorisation de ces savoir-faire. Voilà. Donc, au niveau de la société Savoir-Faire, notre mission, voilà, c'est d'accompagner les entreprises industrielles dans la valorisation de leur savoir et savoir-faire d'expérience. On s'adresse principalement aux TPE-PME, et là j'ai vu le chiffre de 15 000 entreprises dans le secteur agroalimentaire. Nous sommes des prestataires de services, ça veut dire que nous ne sommes pas des consultants, nous travaillons conjointement avec les personnes de l'entreprise pour effectivement créer ces sauvegardes de savoir-faire, ces transmissions de savoir-faire. Et enfin, troisième dimension qui est très importante pour nous, c'est de faire du sur-mesure, puisque chaque entreprise a son historique, a son organisation, a son système qualité, a son système de management, etc. Et donc, si on veut faire quelque chose qui soit efficace pour l'entreprise, il convient vraiment de faire du sur-mesure.
Donc, le pourquoi de tout cela, c'est la pérennisation des savoir-faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que la valeur d'un savoir-faire, c'est quand il est partagé. C'est très bien d'avoir des savoir-faire qui sont dans le petit calepin, dans la blouse des personnes ou dans la tête de personnes spécifiques, mais la valeur pour l'entreprise, c'est vraiment dans le partage de ces savoir-faire et continuellement de les enrichir. Donc, il y a un grand intérêt pour cela de développer des capacités à donner de l'information interne et ceci concourt à valoriser l'image de l'entreprise. On a pas mal parlé d'attractivité, on y reviendra encore, mais aujourd'hui, c'est un enjeu qui est vraiment très, très important pour toutes les entreprises. Donc, pour faire cela, on a développé une offre de service. On a créé une méthode cas savoir-faire qui est pragmatique, qui a été éprouvée aujourd'hui plus de 75 fois, donc qui marche pour tous les cas qu'on a pu rencontrer. Même si on fait du sur-mesure, on s'appuie toujours sur une démarche qui est maîtrisée pour amener les solutions pour les entreprises. Donc après, en termes de livrables, ça se traduit par des contenus illustrés et sur mesure, dans lesquels on privilégie beaucoup les schémas et les vidéos explicatives. Aujourd'hui, nous, on passe notre temps dans les ateliers, dans les usines, etc. Et je ne connais pas d'ateliers dans lesquels les opérateurs vont consulter des classeurs et tourner des pages pour connaître la bonne façon de faire. Le deuxième point, c'est de créer des parcours de formation, mais créer des parcours de formation complets. Donc pour cela, on s'est vraiment beaucoup questionné et enrichi sur les pratiques pédagogiques qui sont efficaces dans cet univers. Et là, on a des bonnes pratiques pédagogiques qui permettent de faire des parcours de formation qui sont extrêmement efficaces. Et aujourd'hui, sans aucun problème, j'assure à nos clients que si on travaille ensemble pour créer des parcours de formation, ils vont former mieux et 2 fois plus vite. Et enfin, aujourd'hui, on est obligé de tenir compte du digital. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de vidéos explicatives. Et donc, le digital apporte aussi beaucoup de facilité, de simplification, notamment pour tout ce qui est administration des formations. Et puis aussi pour ce qui est de donner un guide pour pouvoir facilement suivre des parcours de formation et enchaîner des séquences qui vont alterner de la pratique, des quiz, des exercices, des mises en application en situation de travail et finalement des évaluations de compétences. Donc le point de départ, c'est toujours un besoin pour l'entreprise et ce besoin, il peut s'exprimer, ça peut être j'ai une activité qui est saisonnière et j'ai intégré un nombre de collaborateurs important à des moments donnés et il faut que je le fasse de manière extrêmement organisée pour être efficace. Ça peut être j'ai besoin de beaucoup de polyvalence, de développer de la polyvalence pour donner plus de flexibilité à mon organisation. Ça peut être j'ai besoin de gérer des montées en compétences régulières et ça c'est très important à la fois pour la performance de l'usine et à la fois pour la fidélisation de mes personnels. Voilà le type d'objectifs que l'on adresse très très couramment. Donc ensuite, je voulais faire un petit focus sur effectivement la corrélation savoir-faire enjeu stratégique. Et pour cela, j'ai ce petit schéma avec 4 pavés. Et donc, ce que je voudrais développer ici, c'est qu'il y a vraiment un lien très très fort, par exemple, entre la maîtrise des savoir-faire et la performance industrielle. Dans une usine, ce qui est vraiment très important, c'est de
c'est vraiment le service client, c'est-à-dire la capacité à livrer les commandes en qualité, à l'heure et à un prix accepté par le client. Le bon fonctionnement d'une usine, c'est aussi de fonctionner au nominal de manière très très régulière. Et ces différents points, ces objectifs-là, pour les atteindre, eh bien, le facteur maîtrise par mes équipes opérationnelles des savoir-faire est quelque chose d'extrêmement important. On peut le voir facilement. Encore une fois, je passe mon temps dans les ateliers et dans les usines. Quand on observe le fonctionnement d'un atelier, d'une usine ou d'une ligne de production, il est très facile de voir si la ligne tourne régulièrement à sa vitesse nominale, de manière maîtrisée, ou alors certains ateliers, on voit des gens qui courent dans tous les sens. On a une signature au niveau de la société K Savoir-Faire qui est il faut être carré pour que ça tourne rond. Et dans une usine, c'est quelque chose, c'est une phrase qui résonne beaucoup auprès des chefs d'équipe, des responsables d'atelier, des responsables de production avec lesquels on échange tous les jours. Donc, il est évident qu'il y a un lien, une corrélation très, très forte entre la maîtrise des savoir-faire et la performance industrielle. Le deuxième pavé sur lequel je vais faire le développement, c'est le besoin d'agilité. Je pense que le cadre qui a été posé par Anastasia montre à quel point, au niveau des entreprises, on fait face à un nombre de challenges qui est aujourd'hui considérable. Et ça, la réponse de l'usine, la réponse de l'atelier, la réponse des équipes de production pour répondre à ces challenges nécessite une organisation où on sait faire preuve d'agilité. Sans cela, on est vite bloqué. Une ligne peut vite être arrêtée parce que, par exemple, il y a une seule personne qui est en capacité de faire tel geste ou telle action. Et pour une raison X ou Y, le Covid nous a rappelé récemment que voilà, ça pouvait avoir des impacts très très forts en termes d'organisation et en termes de présence. Il est très très perturbant pour une équipe d'être dépendant de personnes qui seraient les seules à détenir certains savoir-faire. Le troisième point que j'ai mis au centre ici, qui est la pression réglementaire. Et là, c'est en faisant... je ne suis pas un expert de l'industrie agroalimentaire, mais j'ai aussi des expériences dans l'industrie agroalimentaire. Mais je vois les exigences, les normes qui bientôt se rapprochent de ce qu'on demande au niveau de l'industrie pharmaceutique que je connais bien. Et ceci amène un nombre de contraintes qui sont vraiment très, très fortes et qui s'imposent aux entreprises de l'agroalimentaire. Et là, si en interne, on n'a pas une très bonne maîtrise de l'ensemble des savoir-faire, on peut très vite être fragilisé et très, très vite être à risque par des exigences réglementaires avec des conséquences qui peuvent être très, très lourdes pour l'entreprise. Et puis le quatrième pavé, c'est l'attractivité et la valorisation du capital humain. Et là, les projets à l'intérieur des entreprises autour de la valorisation des savoir-faire sont des projets qui sont extrêmement positifs. C'est souvent l'occasion de les présenter en CSE et c'est quelque chose qui a toujours des retours voilà, très, très positifs. Et c'est très valorisant de mettre en avant les personnes qui sont les détenteurs des savoir-faire, de leur confier un rôle dans la transmission de ces savoir-faire, dans le partage, tout ça au bénéfice de leur équipe, au bénéfice de l'organisation. Donc voilà, quatre enjeux stratégiques. Avec vos questions, vous pourrez peut-être dire voilà, lequel est le plus fort dans votre organisation pour vous, etc. Ensuite, dans les conditions à réunir, eh bien, je dirais le point important peut-être, c'est que les projets autour des savoir-faire méritent d'être des projets d'entreprise. Parce que ce sont des projets qui ont
vraiment vocation à être transversaux. Et quand on s'intéresse au savoir-faire, y compris sur le flux de production, ben, très souvent, on est amené à aller interroger les équipes du commercial pour dire ben, pourquoi ces exigences du client sont à ce point-là et qu'est-ce que ça veut dire pour eux et pourquoi il faut qu'on ait un bien du premier coup par rapport à ces exigences clients. On est souvent amené à aller questionner et faire intervenir les gens de la maintenance pour expliquer et avoir une compréhension fine des lignes de production qu'on met en œuvre et qui contribuent finalement à la transformation de nos produits. On est très fréquemment également amené à questionner, à aller chercher les personnes du bureau d'études et des méthodes pour comprendre effectivement, d'un point de vue méthode industrielle, ben, telle pratique, tel geste, etc. Donc, il est, à mon sens, primordial que ces projets soient des projets d'entreprise portés par la direction d'entreprise, même si au niveau opérationnel, ben, on mettra l'équipe projet qui va bien, pour lui donner toutes les chances de réussite. Ensuite, ben, il convient d'être très pragmatique parce qu'encore une fois, on fait du sur-mesure et le projet, ben, on ne le fait pas de la même manière dans une entreprise de 15 personnes, dans une entreprise de 50 personnes, dans une entreprise de 150 personnes ou dans une entreprise de 500 personnes. Il est important à chaque fois de dimensionner et de dérouler la méthode en l'adaptant au contexte de l'entreprise. Les 3 autres points sont assez simples à comprendre aussi. Ben, c'est comme tout projet, il faut avoir la capacité à mobiliser le temps et les personnes pour participer à ce projet. Il faut le conduire de manière organisée. Et enfin, et ça fera le lien aussi avec la formation sauvegarde et transmission des savoir-faire, ben, il convient de se former pour conduire ces projets autour des savoir-faire, puisqu'ils doivent être réalisés par les équipes opérationnelles. Les sachants sont les opérateurs de production, les conducteurs de ligne, etc. Et ces équipes-là ne sont pas forcément habituées à réaliser des projets autour de la sauvegarde et de la transmission des savoir-faire. Et ceci, on doit le faire dans une vue pluriannuelle. Il ne s'agit pas de réaliser une action sporifique, si je puis dire. Il s'agit vraiment d'intégrer ça dans une vue moyen-long terme. Et à ce moment-là, ben, les objectifs que l'on peut se donner selon les entreprises, ça peut être la création d'une école interne, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça peut être de répondre à l'enjeu de se former tout au long de sa vie. Hein. Je pense que dans le futur, on aura rarement des personnes qui restent 35 ans au même poste dans une entreprise. C'est très bien que les personnes restent dans l'entreprise, mais il faudra nourrir aussi leur ambition et leur intérêt d'évoluer, et donc leur donner les possibilités d'évoluer à l'intérieur de l'entreprise et pour cela, eh bien, se former pour être en capacité de réaliser d'autres activités. Et le troisième point que j'ai mis sur cette page, c'est l'usine apprenante, c'est-à-dire que si on se projette dans notre futur, je pense que des occasions d'intégrer des changements dans le fonctionnement des usines vont continuer de se faire à un rythme de plus en plus important. Introduire des nouveaux produits, lancer de nouveaux produits, automatiser mes équipements de production, l'usine 4.0, mettre en place des organisations qui soient un peu plus différentes, un peu moins verticales, avec plus d'autonomie au niveau de nos équipes. Bah, tout ceci nécessite qu'au niveau de l'entreprise, on facilite effectivement ces temps d'apprentissage et la possibilité pour tout le monde
de développer des connaissances et des compétences et pour tout le monde d'apporter une contribution sur cette route vers le progrès. Donc, je vais enchaîner maintenant avec, avec deux exemples déjà. Un premier exemple qui illustre l'intérêt de faire des schémas explicatifs. Donc là, on est dans une usine où on fabrique des graisses et où on les conditionne. Donc on est vraiment assez proche de l'industrie agroalimentaire, sachant que là, on est sur une ligne qui est très fortement automatisée. Voilà. Et donc, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est l'intérêt. Donc, un premier point, quand on accueille un nouvel opérateur dans cet atelier-là, c'est qu'il comprenne bien l'équipement de production. Donc là, on est sur une ligne où il y a deux postes. On voit poste 1 en entrée de ligne en amont et poste 2 en aval, à un endroit où on va plutôt faire du conditionnement. Et donc, là, vous voyez que avec des photos, avec une explication des différentes étapes, voilà, donc ici, on montre bien avec le prélèvement S1, S2, la transition entre l'amont et l'aval, c'est-à-dire que S1 matérialise un retour de résultat de contrôle qui garantit la conformité des produits et qui permet de dire qu'on peut engager tous ces produits qui sont dans le mélangeur dans l'étape aval où on va faire du soutirage et du conditionnement. Et donc là, on voit qu'avec une illustration qui est bien faite et un minimum de texte, on arrive à donner une explication et une compréhension déjà assez fine aux nouvel arrivants. Sachant que immédiatement après avoir fait cela, on va aller sur la ligne, on va faire le tour de la ligne physique et en ayant ce schéma-là, on va visualiser maintenant la réalité physique de l'équipement et l'apprenant va pouvoir comme cela intégrer cette connaissance très rapidement et beaucoup plus facilement qu'avec des classeurs. Donc ça, c'était pour illustrer l'intérêt de schémas explicatifs. Je vais maintenant mettre simplement une petite vidéo toute simple. Là, on va procéder à un changement de filtre. Donc, je vais la laisser juste une minute, voilà. C'est juste pour montrer l'intérêt de la vidéo sur des situations et des gestes, etc. Et de voir que c'est effectivement quelque chose qui permet de transmettre facilement pas mal d'informations pour un nouvel arrivant. Après, ça a un autre intérêt, c'est qu'il y ait un standard qui soit défini et qui peut être utilisé également dans d'autres circonstances s'il y a des écarts par rapport à une pratique à l'intérieur de notre atelier.
Donc, je vous amène maintenant sur la page de Ania Formation, où est présentée cette formation sauvegarde et transmettre les savoir-faire. Donc, avec des objectifs pédagogiques qui sont très clairs, cadrer et planifier une action de sauvegarde et de transmission, capter et formaliser ces savoir-faire en privilégiant des supports visuels, organiser un parcours de formation efficace pour préparer et réaliser une transmission. Donc, cette formation est une formation qui se déroule en distanciel et sur une plateforme de formation qui donne l'intérêt à chacun de pouvoir la réaliser à son rythme. Et puis, un point fort de cette formation, c'est qu'elle est suivie également en parallèle par un chef de projet cas savoir-faire. Et dans le déroulement de la formation, il y a 3 séances d'accompagnement qui permettent d'avoir des échanges en mode Teams, comme on le fait cet après-midi, pour effectivement, par rapport à l'avancement de l'apprenant dans la formation, voir ce qui se passe bien, ce qui peut poser problème et résoudre tous les points pour assurer que finalement tout le monde ira au bout de cette formation et bénéficiera de l'ensemble d'acquisition de techniques pour conduire un projet de sauvegarde et de transmission de savoir-faire. Donc, je vous ai emmené maintenant sur cette plateforme où se déroule la formation. Là, on retrouve les objectifs pédagogiques et on retrouve ici sur la gauche tous les différents modules qui vont se succéder et qui permettent de réaliser complètement ce parcours de formation. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment la méthode cas savoir-faire qui est mise à disposition et qui est expliquée, documentée, de telle sorte que l'apprenant pourra ensuite réaliser un projet. Il aura d'ailleurs alors, je vais vous montrer quelques extraits. Là, par exemple, un support qui permet de bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire de réaliser un schéma de principe et qui donne d'une certaine manière toutes les clés pour réaliser un schéma de principe. Donc après, il y a encore des éléments complémentaires pour apprendre comment faire un schéma de principe. Comme celui-là. En donnant des exemples, etc. Et il y aura une mise en pratique, c'est-à-dire que chaque stagiaire apprenant aura à réaliser un cas pratique en même temps que le déroulement de toutes les séances d'apprentissage. Donc là, on donne toutes les consignes pour qu'il puisse exercer cette pratique et en lui demandant à la fin de nous transmettre par document à l'intérieur de la plateforme le résultat de sa pratique, ce qui nous permet, au niveau de cas savoir-faire, de faire un suivi extrêmement régulier et précis de chaque session de formation et de suivre chaque apprenant. Donc encore une fois, pour chaque apprenant, il y a un chef projet cas savoir-faire qui lui est attribué et qui va faire un suivi régulier de la progression de l'apprenant et qui, bien évidemment, conduira les étapes d'accompagnement personnalisé qui sont prévues, les 3 étapes d'accompagnement personnalisé qui sont prévues et qui sont donc des temps d'échange à distance avec Teams et qui sont, si on veut, des séances de coaching.
Voilà. Et la fin, bien sûr, de cette formation se termine par une évaluation de l'acquisition de savoir-faire et de compétences. On avait fait une photo exactement avec les mêmes questions au moment de démarrer la formation pour un apprenant. On avait des scores qui étaient à un certain niveau au début de la formation et on reprend les mêmes questions à la fin. Et bien évidemment, il y a une progression qui est toujours très significative. Et dans les cas qui ont été réalisés à ce jour, ben, il y a eu une très bonne satisfaction et une très bonne progression des apprenants. Donc, bien voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. J'espère que tout le monde a pu la suivre correctement. Et donc, je vais rendre la main à Isabelle pour la partie questions-réponses. Me revoilà. Donc, merci à toutes et tous pour votre attention. Donc, là, c'est ouvert pour pouvoir maintenant poser vos questions donc, auprès de Jean-Noël sur les différents sujets abordés et les dérouler, si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Oui, bonjour, j'avais une question. Quel est le public visé en priorité par ce type de formation? Alors, le public visé est assez large, c'est-à-dire que ça peut être des opérateurs de production, ça peut être des personnes qui sont dans les équipes amélioration continue. Voilà. J'ai même eu parfois des personnes qui étaient au service qualité et parfois des personnes qui étaient au service RH. Voilà, tout ce qui est formateur interne également, par exemple. Alors, s'il y a des formateurs internes, bien sûr, c'est la cible principale. Merci. D'autres questions peut-être? Bon, bah, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres retours, on va vous remercier tous pour votre écoute et puis aux deux intervenants également. On va vous mettre à disposition, donc, comme énoncé au démarrage donc, de ce webinaire, les 2 supports qu'on va vous faire parvenir. Et puis, donc, le lien du replay sera bientôt disponible et sera donc sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Merci à tous, toutes. Et à très vite. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.